Bienvenue sur Géopolitis. C'est une pratique vieille comme le monde. L'homme n'a pas toujours eu de scrupules pour se débarrasser d'un concurrent, d'un opposant, d'un rival ou d'un gêneur. Et l'un des moyens les plus classiques pour passer à l'acte, c'est le poison. C'était vrai du temps des Borgia, c'était souvent le cas à la cour des rois de France, et la pratique était fréquente en pleine guerre froide. Eh bien, figurez-vous que cette pratique reprend du service depuis 2 décennies. En effet, depuis une vingtaine d'années, les affaires, comme on dit, les affaires d'empoisonnement se multiplient et c'est surtout dans le domaine de la haute ou de la basse politique que cela se passe. Un opposant russe à Londres est victime d'un empoisonnement au polonium. Un leader politique ukrainien est délibérément empoisonné à la dioxine. Il survit mais restera avec le visage marqué. Un dirigeant du Hamas est victime d'une tentative de meurtre en Jordanie. On lui avait injecté du poison dans le cou. Les cas se multiplient et encore, nous n'avons pas toujours connaissance d'autres affaires. En somme, c'est le retour du poison comme moyen ultime de faire de la politique et c'est le thème de cette édition de Géopolitis. Dans les temps anciens, il y a eu Socrate qui meurt après avoir bu un mélange de ciguë. Néron se servira du cyanure pour se débarrasser de ceux des membres de sa famille qu'il n'aimait pas. On a vu dans l'histoire de la papauté, pas seulement chez les Borgia, que l'on avait pour sale habitude d'empoisonner ceux des proches qui n'étaient plus en odeur de sainteté. Entre curare, strychnine, morora ou encore arsenic, les empoisonneurs et empoisonneuses, car celles-ci sont nombreuses, avaient le choix. Mais dans l'histoire plus récente, c'est donc un personnage public de la République d'Ukraine, Viktor Yushchenko, qui a été intoxiqué gravement, lui, avec un composé de dioxine. En septembre 2004, ce candidat de l'opposition, héros de la Révolution orange, tombe gravement malade en pleine campagne pour l'élection présidentielle qui l'oppose au candidat favori de Moscou, l'autre Viktor Yanukovych. Et ce sont des médecins autrichiens qui identifient 3 mois plus tard un empoisonnement à la dioxine. Le malade survit, mais on l'a vu, son visage grêlé porte toujours les marques des conséquences du poison ainsi administré. Alors encore un mot sur un personnage célèbre dont on a dit qu'il avait probablement été victime d'empoisonnement. Il s'agit de Yasser Arafat. On a évoqué la piste du polonium, mais les experts ne sont pas tous d'accord. Un cas parmi tous les autres dossiers de morts célèbres et mystérieuses. Récemment, on a retrouvé les vestiges du palais de Néron, lieu d'une bonne partie de ses crimes. Néron, dont la mère Agrippine avait mandaté l'empoisonneuse Locuste pour se débarrasser de son mari. Néron qui, à son tour, demanda à la même Locuste d'empoisonner Britannicus, l'héritier du trône. La mort de Britannicus, on en parle encore. Plus tard, dans la même cité romaine, ce sont les Borgia qui ont eu recours à l'arme de destruction individuelle que représente le poison. Le père Borgia, Rodrigo, alias le pape Alexandre VI, était, tout comme son fils César, un maître en matière d'empoisonnement. Les 2 hommes avaient fait mettre au point un mélange mortel d'arsenic, de phosphore et d'acétate de plomb. On appelait cela le sucre de plomb ou la cantarella. Louis XIV aura eu son dossier noir, l'affaire dite des poisons, avec comme personnages principaux des empoisonneuses célèbres, Madame de Brinvilliers, accusée d'avoir empoisonné son père et ses frères, des gens de la cour. La Brinvilliers fut torturée et exécutée. Il n'empêche, le roi exigea une enquête, laquelle, scandale dans le scandale, révéla l'existence d'une autre empoisonneuse, la voisin. Mais comme bon nombre d'aristocrates figuraient sur la liste des complices, on étouffa l'affaire. Dans ce dossier, c'est surtout du mercure qui avait été utilisé, et c'est visiblement du mercure qui occasionna la mort de la célèbre maîtresse du roi Charles VII, Agnès Sorel. On trouva des traces de ce poison dans l'analyse d'une partie de ses ossements tout récemment, en 2005. C'est l'affaire dite du parapluie bulgare, une mise à mort digne des plus grands films d'espionnage. Nous sommes en 1978, l'écrivain bulgare dissident Georgi Markov est piqué à la cuisse, à Londres, par un inconnu qui le bouscule avec son parapluie. Markov décède 4 jours plus tard. L'autopsie révélera la présence dans sa jambe
d'une capsule pas plus grosse qu'une tête d'épingle contenant un poison violent, de la ricine. En Jordanie, en 1997, ce sont des agents du Mossad israélien qui tentent d'assassiner le chef du bureau politique du mouvement islamique Hamas en lui injectant du poison dans le cou. L'homme sera sauvé par le roi Hussein de Jordanie qui exige du gouvernement israélien l'antidote en échange des 2 agents du Mossad qui s'étaient malencontreusement fait prendre. Enfin, à part le cas de l'homme politique ukrainien Viktor Yushchenko, déjà cité, on peut aussi parler de l'affaire de l'empoisonnement au polonium-210 dont a été victime en novembre 2006 l'ancien agent des services secrets Alexandre Levitienko. Il venait de dîner dans un restaurant de sushi à Londres en compagnie d'un ancien collègue. On admet à présent que l'ancien officier du FSB, réfugié politique en Grande-Bretagne, a été éliminé comme d'autres responsables accusés de trahison, suspectés qu'ils étaient de dévoiler les dessous de la guerre en Tchétchénie. L'invité de Géopolitis, le professeur Patrice Mangin, vous dirigez depuis 1996 le Centre universitaire roman de médecine légale. Vous connaissez tout de ces aspects-là, mais là, aujourd'hui, on s'occupe un peu des poisons. Est-ce que, à votre avis, ça existe encore, l'empoisonnement comme arme, je dirais, indétectable? Parce que c'est un peu ce qui nous fascine. Ça existe? Je pense, oui. Là, vous nous en dites déjà beaucoup. Je pense, mais ça doit être manipulé par des experts, parce qu'il faut trouver le bon poison. Alors, donnez-nous quelques exemples, non pas de services secrets qui agissent ainsi, mais de produits tels qu'ils sont utilisés. Ça ne se trouve pas dans le commerce, quand même. Non, c'est sûr qu'il faut être un peu plus prospectif. Oui. Mais un exemple qui est bien connu, d'ailleurs on l'appelle le poison des espions, c'est la ricine. Oui. Alors la ricine, en fait, c'est pas très difficile de l'obtenir, puisqu'on l'obtient à partir des graines du ricin, qui est un arbrisseau qui pousse sous certaines contrées. Et alors la ricine, c'est une protéine, et qui est extrêmement toxique, surtout lorsqu'elle est injectée. Et alors, la caractéristique qu'elle a, c'est qu'elle agit de manière différée dans le temps. C'est-à-dire qu'entre le moment de l'administration et le moment de l'apparition des premiers symptômes, généralement, il s'écoule 2 à 3 jours. Mmh. Et après? Et alors après, ça va très vite. Ça va très vite. Vous avez une insuffisance hépatique et rénale fulminante, et puis la personne décède. Est-ce que ça, par exemple, vous le voyez si et quand il y a une autopsie? Alors, l'autopsie, on le voit, parce qu'effectivement, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, ça, on la voit. Alors, le premier cas, à la ricine, c'était ce fameux... c'était un espion, un ancien espion, qui avait été tué, en gros, par les services secrets soviétiques de l'époque. Vous avez d'autres exemples comme ça, de produits qui ont été administrés par, visiblement, des gouvernements ou des services secrets, avec des produits que vous connaissez? Alors, les produits qu'on connaît, oui, qu'on ne recherche pas évidemment systématiquement, puisqu'ils ne sont pas dans la liste de screening. Mais oui, bon, il y a les cas qui sont rapportés dans la presse. Hein. Vous avez le président ukrainien qui a été intoxiqué par la dioxine. Comment l'a-t-on intoxiqué? C'est une substance qu'on injecte dans la nourriture ou... Non, je pense qu'il a été exposé de manière régulière aux produits. Mais c'est-à-dire? Par voie orale. Par voie orale. Donc on lui verse ça dans son verre. Alors le propre du bon toxique, c'est justement le toxique qui n'a pas de goût, qui n'est pas irritant et qu'on peut administrer à l'insu d'une personne. Il y a d'autres produits, on a parlé du polonium avec l'affaire Levitienko. Oui, alors le polonium évidemment est une arme redoutable, et alors d'autant plus redoutable qu'on n'y pense pas. Aller chercher des produits radioactifs comme moyen d'empoisonnement, c'est quand même... extrêmement rare. Et alors, le polonium a un très gros avantage, c'est que ça agit à une dose infime. Mmh. Et alors, vous pouvez administrer ça à l'insu d'une personne. Et alors là aussi, avec des effets différés dans le temps. Donc, vous ne faites pas forcément la relation entre le moment de l'administration et l'apparition des symptômes. Ça veut dire que dans pas mal d'affaires de ce type, au fond, on ne se doute de rien, ou même si on a un doute, c'est peut-être trop tard si on ne fait pas une autopsie. Oui, enfin, disons que l'autopsie, en tous les cas, est l'investigation indispensable pour essayer d'apporter la preuve. Alors, on a parlé de vous, de votre entité au moment de l'affaire Arafat. On est resté un petit peu en l'air, polonium ou pas, en ce qui concerne Arafat. Mais en tout cas, ça existe. Je veux dire, ces tentatives-là. Ah oui, bien sûr. Là, on parle, vous nous l'avez dit dès le début de cet entretien, plutôt avec quand même des gens qui sont sérieux, des services secrets. Chez monsieur et madame tout le monde, il y a des moyens d'empoisonner quelqu'un sans que ça se voit? Alors, ça devient difficile. Bien sûr, si vous me dites oui, là, on prend une sacrée responsabilité, vous et moi. Ça devient difficile. Et pourquoi ça devient difficile? Parce que maintenant, avec les moyens analytiques que l'on a, on arrive à détecter et à mettre en évidence le poison.
D'ailleurs, il y a une chose qui est assez intéressante auquel on n'a pas tellement prêté attention. L'empoisonnement était typiquement la grande affaire médico-légale au XIXe siècle. Oui. On avait les affaires empoisonnement à la digitaline, empoisonnement à l'arsenic. Et puis finalement, ces empoisonnements ont disparu au fur et à mesure que les moyens de détection se sont améliorés. Voilà. Ce qui fait que maintenant, les empoisonnements que l'on a sont soit les empoisonnements suicidaires. Bon, la personne ne cherche pas à cacher les choses, généralement. Oui. Et puis là, vous avez l'empoisonnement sophistiqué, qui est celui, disons, des espions, où là, on utilise un produit extrêmement difficile à détecter, auquel on ne peut pas forcément penser. On essaie d'être en avance par rapport à l'état actuel de la science. En tous les cas, on essaye de faire... Par exemple, oui. Enfin, en tous les cas, on essaye de trouver le produit auquel on ne pense pas dans les laboratoires de toxicologie ou en tout cas de cause qui est très difficile à détecter. Et vous voyez arriver sur le marché, si j'ose dire, de tels produits? Des choses qui, il y a encore 5 ans ou 10 ans, étaient totalement indétectables et auxquelles on ne pensait pas. Alors, des choses qui étaient indétectables il y a 50 ans, oui, bien sûr, parce qu'il y a 50 ans, on n'avait pas les mêmes moyens. Alors, ce qu'on voit arriver, c'est des produits, mais alors là, c'est dans le cadre plutôt des addictions. Alors, c'est des produits de synthèse qui sont utilisés dans le cadre de toxicomanie. Mais là, c'est plutôt accidentel que volontaire. Mais c'est vrai que c'est sûr que des produits de la sorte arrivent, oui. On va faire encore beaucoup de progrès, justement, dans votre science, dans votre expertise. Oui, alors ça, je pense que les moyens analytiques ne font qu'aller en s'améliorant. Là, maintenant, on atteint un degré de détection qui est vraiment très bas. Je dis souvent à des étudiants, le cannabis, par exemple, qui n'est pas un produit mortel, mais qui se mesure en nanogrammes par millilitre, c'est à peu près l'équivalent si vous prenez un morceau de sucre, et vous le jetez dans une piscine olympique, vous mélangez l'eau, et vous mesurez, et vous collectez 1 centimètre d'eau, et vous l'analysez, on retrouve le sucre. Vous retrouvez la trace. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Est-ce que vous avez le sentiment, des fois, dans certaines autopsies, que telle ou telle personne a été empoisonnée par ses proches, ou je ne sais pas, mais on ne peut pas le démontrer, et le crime reste impuni? Non. Ou c'est de la fabulation? Disons que oui, je pense que c'est un peu, un peu des fantasmes. Là, oui. Ouais. Mais ça a dû arriver quand même, et puis on n'a pas vu, quoi. Ah bah bien sûr. Et en tout cas, on ne le voit pas s'il n'y a pas autopsie. Ah bah non, bien sûr. Alors, la leçon, c'est que quand même, quand il y a un doute, il faut... Quand il y a un doute, oui, il faut faire des investigations médico-légales. Ouais. Et bien, sur cette conclusion, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc depuis 1996 le directeur du Centre universitaire roman de médecine légale, professeur Mangin. Je vous remercie. Merci à vous. Le dossier Litvinenko, du nom de cet ancien agent des services secrets russes empoisonné au polonium, ce dossier vient compléter une longue liste de neutralisations opérées depuis bientôt un siècle par les pouvoirs successifs au Kremlin. Il y a d'abord la période plutôt amateur, avec l'assassinat laborieux de Raspoutine. Et puis, c'est Lénine qui crée en 1921 le premier laboratoire des poisons, lequel passe très vite et très efficacement sous le contrôle du NKVD, l'ancêtre du KGB. Officiellement, ce laboratoire est fermé en 1963, mais on sait désormais qu'il a continué à œuvrer jusque dans les années 80 sous le nom de laboratoire numéro 12. C'est au sein de ce laboratoire que des techniques d'empoisonnement aussi radicales qu'indétectables ont été mises au point. Il semble que, passé une première période d'inactivité, certains spécialistes aient reconstitué tout ou partie de ce laboratoire numéro 12 et seraient toujours actuellement opérationnels. C'est très exactement ce qu'affirmait Alexandre Litvinenko avant de mourir empoisonné. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires et réactions à cette édition de Géopolitis, des vidéos, de l'infographie, des sites internet, notre rubrique Vue du passé, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.